Notre invité aujourd'hui, c'est Édouard Tivoli. Bonjour Édouard. Bonjour Laurent. Alors vous êtes là en tant que président de Samba, Business Angel des Savoies, mais vous êtes aussi l'avocat qu'on a bien connu et l'industriel qui a aussi performé. Alors j'aimerais avoir votre vision sur ces 10 jours qui viennent de s'écouler en France. Je ne sais pas si on est dans le dur. On le sait qu'après coup, et l'histoire nous le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'on fait face à un ras-le-bol, à une fatigue de la France qui bosse. Et ça, on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui se passe. Ça vous étonne cette situation ou c'était à prévoir? Alors, le sujet, il est au-delà des frontières savoyardes, au-delà des frontières françaises. C'est un sujet mondial avec les chocs qu'on a eus entre le Covid, la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé avec l'attaque du Hamas, les risques liés au canal de Suez avec les matières premières dont le coût a explosé. Je veux dire que ce n'est pas vraiment une surprise qu'à un moment donné, dans l'économie réelle et dans le monde concret, il y ait des conséquences. Alors les ingrédients de cette incertitude en France et peut-être en Savoie, eh bien, c'est à la fois les entrepreneurs qui perdent un peu le moral, qui n'ont pas forcément une vision, le moral des Français aussi, qui compte pour beaucoup à cause de l'inflation, de la flexibilité, la recherche de compétences aussi pour avancer dans les entreprises petites et moyennes. Alors c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je veux dire, quand on regarde les sujets, on peut dire au niveau RH et emploi, c'est compliqué. Les entrepreneurs ne trouvent pas de compétences. J'entendais à l'audience de rentrée du tribunal de commerce le président qui expliquait que pour la première fois, il avait vu des entreprises qui déposaient le bilan, non pas par manque d'activité, mais parce que le chef d'entreprise n'avait pas les bonhommes pour traiter l'activité. Et c'est vrai que c'est un choc parce que c'est contre-intuitif. Mais comme les taux négatifs étaient contre-intuitifs. Donc le monde est un peu fou. Et dans ce cas-là, il faut revenir à des fondamentaux, à des petits sujets qui sont des sujets du quotidien pour pouvoir avancer et sortir la tête de l'eau. Parce que le contexte est quand même anxiogène. Au-delà de ça, il y a des entreprises et des situations, des filières qui performent quand même. Il y aura toujours des situations et des filières qui performent. Je veux dire que, en pratique, même dans les secteurs en difficulté qu'on évoque et qui aujourd'hui manifestent et s'expriment, il y a des secteurs ou des sous-secteurs qui performent. Le problème, c'est d'arriver à passer les difficultés qui sont des caps et à ne pas céder à la déprime collective. Parce qu'à force de dire que ça ne va pas, ça va finir par plus aller, surtout quand le fondement de cette expression est sensé. Je veux dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas dénué de bon sens. Et je veux dire que, sans faire de jeu de mots, mais moi je suis très sensible au bon sens paysan. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on oublie que c'est la terre qui est créatrice de valeur et que dans les entreprises, ce sont les opérateurs qui sont créateurs de valeur. Alors ces mobilisations consistent à se faire entendre, on l'a dit, mais elles dérangent aussi une partie de la population qui travaille. On l'a vu par exemple lundi soir sur Chambéry, suite au TP, il y avait quasiment 2 heures de bouchon et que ce soit la voie rapide ou l'intramuros de Chambéry était complètement bloqué. Est-ce qu'on peut arriver à se faire comprendre des autres avec de telles situations? C'est un jeu d'équilibriste, il faut faire attention. C'est-à-dire que si la démarche, c'est de mettre la lumière sur des problématiques qui ne sont pas portées par les médias, je veux dire que dans ce cas-là, la démarche est couronnée de succès. En revanche, si on atteint le point de non-retour où c'est la théorie de l'emmerdement de maximum et l'ensauvagement de la société, là, ça sera un échec total pour ceux qui essayent de faire passer des messages qui aujourd'hui sont plutôt bien perçus par la population. Mais attention à ne pas dépasser la ligne blanche et il faut savoir conclure, comme on dit. Alors la solution finalement c'est le cash pour les entreprises, parce qu'il faut qu'elles produisent et qu'elles performent, le cash pour les salariés et les indépendants, et le cash aussi pour les institutions qui financent. Est-ce que ces financements n'auront pas un jour une fin, parce que les caisses se vident, c'est ce qu'on dit depuis déjà des années, et à chaque fois on retrouve quelques millions pour compenser des revendications. Alors, qu'est-ce que le cash peut cacher? Plus sérieusement, je veux dire que je pense que l'État ne peut pas répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Quand j'entends dire dans différents médias que c'est la faute au gouvernement, que c'est la faute aux politiques, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que c'est la faute de tout le monde. Nous, les premiers, en tant que citoyens, parce que je veux dire que si la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit différente. Donc c'est à nous de nous retrousser les manches et d'y aller, quitte à, je veux dire, à se coller sur des mandats et de s'impliquer dans le monde réel. Donc le cash, pour moi,
c'est la conséquence, et c'est surtout un enjeu important. Une entreprise, qu'elle soit agricole, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit libérale, elle fonctionne parce qu'il y a des clients, mais elle peut péricliter parce qu'il n'y a plus de cash et la trésorerie est exsangue. Et aujourd'hui, après une période avec l'impact des PGE qui a permis d'absorber la vague du Covid, qui était quand même un choc systémique, aujourd'hui, on arrive sur une période où il y a des tensions au niveau de la trésorerie des entreprises. Et on savait de toute façon qu'on allait rentrer dans le dur. Au mois de septembre, je disais, ça va tanguer. Aujourd'hui, on est dans le dur. La question, c'est quand est-ce qu'on va s'en sortir, comment on va s'en sortir. Et il y a des secteurs qui sont un peu plus impactés que d'autres. Secteurs qui doivent prendre des virages. Dans l'immobilier, on n'arrive plus à construire du neuf. On doit faire, je dirais, de la rénovation énergétique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes. Il y a un virage à prendre. Là aussi, on espère beaucoup des prêts qui sont en train de s'améliorer en termes de taux et des banques qui ont l'air d'être un peu plus souples. C'est ça un peu l'espoir pour les prochains mois ? Alors, je ne suis pas qualifié pour répondre à ces sujets, mais si on regarde les choses de manière un peu lointaine, sur la partie immobilière, c'est sûr que tout ce qui est TP en ce moment, c'est plus que difficile. Et c'est parti pour durer. Après, derrière, il y a des éléments pour espérer. Je veux dire qu'il ne faut pas opposer l'environnement, l'écologie et l'économie. Je veux dire que tout ça, ça peut être un cercle vertueux. Mais il ne faut pas emmerder les Français avec des normes totalement déconnectées du monde réel et qui viennent ralentir en fait ce que le citoyen entreprenant est capable de faire. Je veux dire que c'est le terrain qui gouverne aujourd'hui. Alors, on fait beaucoup de lois, justement, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, mais les lois tuent les lois, finalement, puisqu'il y en a trop, on ne sait plus où on habite. Le 14 février 2000, Le Figaro pondait un petit article en disant l'inflation législative, à l'époque, il y avait 114 000 lois et décrets. Alors 14 février, c'est facile à souvenir, c'est la Saint-Valentin, 2000, c'est l'an 2000, donc on ne peut pas le louper. En revanche, 114 000 lois et décrets, je veux dire, dont 4 000 lois, ça pose l'étendue du problème. Il y a l'adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». On voit bien qu'il peut y avoir une déconnexion entre la compréhension du monde par le citoyen et la réalité juridique qui est la sienne. Attal est intervenu mardi, on remet un peu les valeurs sur la table, on parle d'éducation, d'autorité, de sécurité. Vous pensez qu'on a oublié tout ça ? Je ne sais pas si on l'a oublié, mais en tout cas, ça fait du bien de le remettre au milieu de la table. Parce que c'est comme lorsqu'on fait une construction, il faut des piliers. Et le pilier de l'éducation, le pilier de la sécurité, je veux dire que ce sont quand même des piliers qui sont majeurs. Et je crois que le discours de... il faut arrêter avec le discours de l'État va régler les problèmes. Je veux dire que l'État peut créer les conditions qui peuvent nous permettre, nous citoyens, de faire avancer nos projets pour participer collectivement au règlement des problèmes. Et le discours politique général, en cela, je veux dire, me semble frapper au coin du bon sens. Alors on dit que le français voit midi à sa porte, mais l'Europe nous pousse à généraliser des règles du jeu. Est-ce qu'elles sont toujours comprises ? Est-ce que tous les Français, et voire les Savoyards, ont bien compris l'enjeu de l'Europe ? D'abord l'Europe, quand on regarde avec le rétroviseur de l'histoire, c'est ce qui nous a permis de vivre en paix pendant les presque 60-70 dernières années. Donc ça, c'est quand même un actif et un capital important. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Après, qu'il y ait des déconnexions entre ce qui peut se passer au niveau européen et ce qui peut se passer sur le terrain, je veux dire que c'est presque normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le process pour arriver à régler ces dysfonctionnements et ces distorsions de perception. C'est la théorie, j'allais dire, du biais cognitif. C'est-à-dire qu'en pensant bien faire, parfois, on peut également mal faire, ou en percevant une réalité, on peut se tromper de perception. Donc c'est ça sur lequel il faut faire attention. Et c'est à nous, citoyens, d'aller alerter nos élus quand on voit un sujet, d'essayer d'apporter une réponse plutôt que de faire partie du problème, et ces sujets, de les pousser pour qu'au niveau européen, on puisse faire avancer les choses. Je pense qu'il faut être constructif et s'impliquer collectivement. Pour finir en 30 secondes, finalement, vous êtes constructif et positif avec la présidence de Samba. Le financement et l'innovation sur notre terrain savoyard, ça marche encore et toujours ? Alors, ça marche encore et toujours, et la Savoie est un territoire privilégié, que ce soit la Savoie du côté d'Annecy ou du côté de Chambéry, Albertville et de nos vallées de Maurienne et de Tarentaise. Je veux dire qu'on voit qu'on est sur des territoires extrêmement imaginatifs, qui sont capables de trouver de l'innovation. On est très sensible à l'environnement. Je veux dire que les Savoyards sont précurseurs sur tous ces sujets. Donc je pense qu'il y a de quoi faire et il suffit de se retrousser les manches, d'avoir confiance en soi et surtout d'être en forme psychologique et mentale pour ne pas céder à la morosité ambiante. Merci Édouard Tivoli.